Bienvenue dans le grand entretien. Aujourd'hui, les invités sont Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal. Bonjour. Bonjour Eva. Vous êtes co-auteur de Zemmour et nous et également de La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Et Jonathan Ayoun, également réalisateur d'un documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme en 4 volets, diffusé récemment sur Arte. La première question, honneur aux femmes, c'est à vous que je vais la poser, Judith. Votre livre, coécrit avec Jonathan Ayoun, La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, c'est sorti en 2019. À l'époque, votre constat, c'était que l'extrême droite n'y était pas parvenue à séduire les Juifs de France. Ce constat, est-ce qu'il a évolué depuis ou est-ce qu'il a éventuellement changé ? Alors, il s'est nuancé, on va dire, puisqu'il y a quand même une partie de la communauté juive de France qui s'est laissée séduire par le candidat Zemmour. Ça, c'est incontestable, puisque des gens l'ont soutenu, certains ont financé une partie de sa campagne. Donc là, on ne peut pas dire le contraire. Donc il y a des gens, des juifs, dans la communauté juive, alors aucun institutionnel, pas de président d'institution, d'association juive. D'ailleurs, non seulement qui l'aurait soutenu, mais qui ne s'y serait pas opposé. Donc là, la ligne reste la même. Par contre, en ce qui concerne le fait d'avoir été séduit par l'extrême droite, on peut constater qu'à travers Zemmour, oui, il y a des juifs qui se sont laissés séduire par des idées et une idéologie même d'extrême droite. Maintenant, est-ce que l'extrême droite va jusque Rassemblement national quand on pose cette question ? Il semble quand même qu'il y ait beaucoup plus de retenue à s'allier ou en tout cas à se prononcer positivement en faveur du Front National, du Rassemblement national. Il me semble quant à moi que là, on peut aller jusqu'à dire, bon, pourquoi pas parler avec eux, bon, mais quand même, ce sont nos ennemis, mais... Voilà, donc, je n'ai pas vu tellement de gens officiellement prendre des positions en disant oui, c'est le Rassemblement national qui, ou c'est elle, Marine Le Pen qui... Il y a des gens qui le pensent, mais ça n'est pas de la même manière, ça ne s'est pas joué de la même manière que ce qui s'est passé autour du candidat Zemmour. Jonathan Ayoun, dans l'analyse de Judith, ce qui est très intéressant qu'on vient d'entendre, c'est qu'elle explique qu'effectivement, il y a une partie de la communauté juive qui s'est laissée séduire par l'extrême droite par le biais d'Éric Zemmour. Or, il se trouve qu'Éric Zemmour, en tout cas dans ses déclarations publiques, est bien plus radical que ce que peut l'être Marine Le Pen. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Zemmour, par exemple, a défendu la thèse qui était en vogue après la guerre, comme quoi Pétain aurait protégé les Juifs, ce qui aujourd'hui est totalement invalidé, notamment par des documents historiques trouvés. Donc, comment expliquer que finalement, une partie des Juifs se laisse séduire par quelque chose qui est plus radical que le Rassemblement national ? Ils se sont laissés séduire par, en effet, des positions d'Éric Zemmour qui n'avaient rien de si audacieuses que cela, et vous avez raison de le rappeler. Par exemple, ses propos sur Pétain et la prétendue action positive qu'il aurait eue à l'égard des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas été inventée, trouvée, découverte par Éric Zemmour. Jean-Marie Le Pen lui-même tenait ce même discours 20 ans auparavant, et même tout de suite après-guerre, l'extrême droite a voulu réhabiliter Pétain par la thèse du glaive et du bouclier, en disant que Pétain a été aussi important pour l'issue de la guerre et pour le sauvetage des Juifs que ne l'a été la résistance. Donc c'est pas nouveau ce qu'a dit Éric Zemmour. Lorsque c'était Jean-Marie Le Pen qui portait de tels discours, les Juifs, à raison, comme les institutions, montaient au créneau contre ces idées de Jean-Marie Le Pen. Une fois que c'est Éric Zemmour qui les porte, en prenant cet exemple-là, mais également le fait d'être considéré ou d'être suspecté de ne pas être un bon Français si on désire être enterré ailleurs qu'en France, donc notamment en pointant d'ailleurs, en désignant précisément Israël, lui a été pardonné par ceux qui, parmi les Juifs, ont envie de le suivre. C'est peut-être là que se situe le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à pardonner des choses à Éric Zemmour qu'ils ne pardonnent pas à d'autres. Mais dans les faits, tout de même,
au moment où il a sorti ce livre avec ses propos sur les victimes de la tuerie de Toulouse, de l'école Ozar-Hatorah, beaucoup ont cessé de le suivre à ce moment-là. Ça a vraiment marqué un tournant. Je considère, son point de détail à lui, il y a vraiment eu un moment de bascule auprès de ces juifs qui auraient été prêts à suivre le chant des sirènes proposé par Éric Zemmour, qui joue sur leur peur, comme aujourd'hui, Louis Alliot, par exemple, dans la campagne du Rassemblement, pour la tête du Rassemblement national qui vient de se terminer aujourd'hui, a voulu jouer sur la peur des Juifs en disant « Regardez, nous ne sommes plus votre ennemi est ailleurs », et il le désigne du doigt à juste titre en disant que l'islamisme menace les Juifs en France, c'est un fait, mais en même temps en dédouanant ceux qui, dans son parti, continuent d'attiser la haine des Juifs. Alors justement, quand Marine Le Pen se présente comme le rempart de protection des Juifs face au seul antisémitisme meurtrier aujourd'hui en France, celui des islamistes, ça ne prend pas non plus ? Alors, là, ça devient plus compliqué parce qu'il y a énormément de contradictions dans le discours. Maintenant, quand on a envie de croire, parce qu'il y a la crainte, l'inquiétude, la peur de ce qui se passe, oui, évidemment, on a tendance à vouloir chercher, vous savez, l'homme de la situation, la femme de la situation. Il y a un petit côté un peu magique. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui va venir tout d'un coup et qui va nous sauver ? Alors, à ce moment-là, on est presque prêt à entendre tous les discours les plus simplistes sans avoir trop envie de les interroger. Hein, c'est comme si finalement la complexité d'une situation, elle n'amenait pas justement de solution immédiate. Donc on veut le leader qui va nous dire exactement ce qu'on veut entendre, peu importe ce que la réalité ou pas recouvre et ce qui va être faisable ou non. Et puis il y a cette question du déni qui est très forte et qui et justement ça devrait être d'ailleurs la dédiabolisation voulue et clamée par Marine Le Pen, avant d'ailleurs par Jean-Marie Le Pen, mais enfin lui il était tellement à la provocation que il essayait un truc d'aimer de l'autre, il avait très envie de rester le diable. Elle a joué beaucoup plus finement, on l'a vu, et au fond à la place de cette fausse dédiabolisation, on devrait appeler ça la campagne de déni, puisque la ligne c'est de ne rien reconnaître, y compris des faits qu'on a devant les yeux. Il y a quand même... C'est-à-dire par exemple, elle a été dans un bal interdit aux Juifs et aux chiens. Elle a dit non, c'est un bal d'étudiants, j'avais pas vu. Vous voyez, on n'est pas en train de... Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a eu des propos, là, dernièrement, à l'Assemblée, ça ne concerne pas les Juifs, mais en fait, il a dit, il y a eu cette discussion sur est-ce qu'il a dit que le bateau retourne, qu'il retourne. Enfin, le député du Rassemblement national qui, au moment où un député de LFI s'exprime sur les bateaux de migrants, dit qu'il retourne en Afrique. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on va voir leur réaction, c'est toujours ça, c'est d'essayer de dire non, ça n'est pas ce qui s'est passé. On l'a vu, on l'a entendu, non, c'est pas ça. De la même manière que Louis Alliot a pu dire ici même que Jean-Marie Le Pen n'a jamais été antisémite. Il a quand même été condamné. Donc là, voilà un fait concret. Il a été condamné pour propos antisémites. Donc là, ça se discute pas. Si, en fait, il suffit d'asséner une vérité, une fausse vérité. On assène une phrase, ça sème le doute. Et alors comme ça, on n'a plus à répondre de rien. Donc il suffit de dire... Nous ne sommes pas antisémites, nous ne l'avons jamais été, parce que là, Marine Le Pen, elle disait, nous ne le sommes plus. Là, lui, il a été plus loin, nous ne l'avons jamais été. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, dit à la fois, nous ne le sommes plus, nous ne l'avons jamais été. Donc, vous voyez, c'est mouvant. C'est mouvant, et surtout, on comprend que ce qui est important, ils ont compris qu'il y a un endroit d'un certain électorat où la magie de la phrase suffit à attirer et presque à convaincre. Jonathan Ayoun, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à lire, à décrypter un discours antisémite, ou pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ou moins bien en ce moment ? Parce qu'il est souvent bien masqué
dans le sens où déjà, parce que depuis 72, donc depuis la création du FN qui coïncide avec la création de la loi Pleven qui donc pénalise les propos antisémites, l'antisémitisme ne s'exprime plus aussi librement et de manière aussi assumée, si ce n'est sur les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat. Donc, il est souvent masqué, il est souvent d'ailleurs accompagné d'un discours aussi, entre guillemets, positif à l'égard des Juifs. Je donne pour exemple, et c'est un propos qu'on a entendu de nombreuses fois lors de l'écriture de notre livre de la part des représentants du Rassemblement national, c'est dans le livre. Dans la main du diable. Dans la main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Certains, à Fréjus et à Hayange, nous disent « Non mais non, nous n'avons pas de problème avec les Juifs, ils se tiennent bien, ils respectent la loi », en pensant créer une connivence et une complicité avec nous. Ce qui sous-entendrait que que les Juifs délinquants se poseraient un problème pour eux et seraient poursuivis non pas simplement en tant que délinquants, mais en tant que Juifs. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui se vérifie d'une certaine manière, non pas par des actes de délinquance, mais par des actes d'opposition. Dans ces villes où le Rassemblement national a le pouvoir, lorsqu'un opposant politique est également juif, il n'est pas attaqué simplement en tant qu'opposant politique, mais il est attaqué également en tant que juif. Et ils l'ont fait à Fréjus, et ils l'ont fait à Hayange, sur Gérard Sedboun, qui est un des leaders de l'opposition et de l'entente républicaine qui s'est opposé au maire David Rachlid. Eh bien, lorsqu'il montait au front pour expliquer les dangers que représente l'extrême droite, il était attaqué notamment par des membres du conseil municipal, dont j'ai oublié le nom, mais c'est dans le livre, l'adjoint au sport, qui le prenait pour cible en le mettant en avant, avec 2-3 autres noms à consonance juive, alors que c'est pas les gens les plus importants c'était dans l'opposition socialiste, ils n'étaient pas les plus importants, mais il les met en avant eux, sous-entendant donc, voilà, c'est les Juifs qui s'opposent aussi à nous. Pareil, on l'a aussi entendu lorsqu'on était à Hayange, eh bien, il y a cette peur-là d'être attaqué aussi en tant que Juif, donc l'opposition s'amenuise, et les compromissions peuvent aussi avoir lieu parfois, parce qu'ils savent qu'ils sont sous la menace, pas d'être combattus démocratiquement par les idées, par les votes, mais également d'être combattus en étant assignés à cette identité juive et en étant même menacés dans la liberté du culte, puisque par exemple, dans ces villes FN, les communautés juives nous ont dit leur peur majeure, c'est que demain, le carré juif du cimetière ne soit plus respecté, puisqu'il est sous le libre arbitre, sous le bon vouloir du pouvoir municipal. Donc il y a donc cette peur, elle existe. Marine Le Pen, là, il y a eu donc le congrès du Rassemblement national. C'est Jordan Bardella qui l'a emporté avec plus de 84% des voix, largement d'ailleurs devant Louis Alliot. Et Jean-Marie Le Pen a fait un tweet pour féliciter Jordan Bardella. Ça dit quoi du Rassemblement national de Le Pen d'avant versus Jordan Bardella aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a une réelle continuité? Jordan Bardella est dans la ligne de Jean-Marie Le Pen. En tout cas, l'un l'a toujours présenté, l'autre était Jean-Marie Le Pen. C'est toujours félicité de gens comme Jordan Bardella qui allaient continuer dans ce que lui considère comme sa ligne. Donc, il y a évidemment connivence. De la même manière, quand Louis Alliot a échangé, quand il s'est passé tout cet épisode entre les Klarsfeld et Louis Alliot, les Klarsfeld ont expliqué que Louis Alliot représentait par rapport à Jordan Bardella une mouvance beaucoup plus dans l'ouverture, dans le respect notamment des questions juives, entre guillemets, de la mémoire. Si c'est le cas, au moins, c'est-à-dire si c'est ça qui a été mis en avant, et notamment Louis Alliot a joué aussi cette carte-là, au moins là, les choses sont claires. 84%, plus de 84% des électeurs du Rassemblement national ont choisi la ligne de Jordan Bardella. Donc, et pas celle de Louis Alliot. Ensuite, Jordan Bardella était adoubé par Marine Le Pen. Donc tout ça est assez clair. Maintenant, en vérité, si on veut être honnête, c'est déjà en amont qu'il y avait une vaste blague, parce que expliquer qu'il y aurait des courants au sein du Rassemblement national, ça c'est une blague. Parce Pourquoi que ce parti est constitué de telle sorte que, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent à propos d'autres sujets, le Rassemblement national, tu l'aimes ou tu te casses. En fait, il n'y a pas de mouvement. Quand on a écrit le livre, on avait rencontré un député niçois qui était lui LR et qui
était passé dans ce temps-là où nous l'avons rencontré au Front National, c'était pas encore le Rassemblement National, et qui nous a dit non, mais moi je crois pas, puis Marion Maréchal est pas raciste, elle est pas antisémite. Bon, et au bout d'une heure de discussion, il nous a dit que finalement, la seule chose qui le dérangeait vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de courant dans le Front National, lui, il venait de LR, et qu'il n'y a pas de possibilité pour une parole dissidente, aussi petite soit-elle, parce que, disons les choses, Louis Alliot, c'est pas la grosse dissidence non plus. Même ça, en fait, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ce député a quitté le Front National quelques mois après que nous, on l'ait rencontré. Ça ne marchait pas. Donc, de la même manière qu'il y a beaucoup de... Enfin, on parle de juifs, de l'ouverture. Mais combien il y a de juifs dans ces membres-là qui ont voté ? Justement. Il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pas. Ils ne sont pas dans l'hémicycle. On a discuté de ça avec différents journalistes, d'ailleurs, qui s'y rendent. Dans l'hémicycle, dans l'assemblée des membres, dans leur grande assemblée générale et conseil national et tout ce que vous voulez, ils se sentent pas bien. Donc, et toute personne qui aurait une petite différence ou qui ne va pas dans la voie de son maître, ça ne marche pas. Et je pense que là, c'est ce qu'on vient de voir. La peur, vous en avez parlé tout à l'heure, John, la peur, effectivement, des Juifs face à l'antisémitisme qui tue en France, l'islamisme, est une porte d'entrée vers les idées d'extrême droite, puisque voilà, la peur est réelle, elle n'est pas inventée, elle existe. Cette peur fait aussi que ces dernières années, on a souvent opposé la lutte contre le racisme à la lutte contre l'antisémitisme. Ce qui s'est passé récemment avec ce député noir de LFI, c'est qu'il a rencontré, il a bu un verre récemment avec l'organisateur des fameuses manifestations antisémites de Sarcelles. Et dès qu'il a été attaqué sur le fait qu'il était noir, ces images ont été diffusées de lui, donc copinant avec un antisémite. J'aimerais savoir comment vous analysez ça. C'est quelque chose qui s'est installé depuis longtemps, la concurrence des mémoires au début, qui se transforme en une concurrence des victimes, et comme s'il fallait mener ces combats-là distinctement pour pouvoir déjà aussi affirmer que c'est des phénomènes différents. En effet, le racisme et l'antisémitisme peuvent s'analyser, se décrypter distinctement, et nous devons le faire. Mais le combat, nous devons le mener communément. Et donc, à partir de cette situation-là, où la spécificité du danger antisémite en France a été considérée comme non entendue, non audible, notamment par les pouvoirs publics, alors certains ont été jusqu'à vouloir le revendiquer, le faire entendre en voulant en même temps atténuer l'état de racisme à côté, ou comme s'ils étaient en concurrence. C'est-à-dire que cette concurrence-là, dont les Juifs ont été pris pour cible sur l'histoire de la mémoire, de la Shoah par rapport à la mémoire de l'esclavage, qui étaient des propos absolument abjects et notamment portés par Dieudonné, a suivi une dynamique où maintenant c'est inversé. Comme si on parlait du racisme, ça nous empêcherait de parler de l'antisémitisme. Ça, c'est un premier phénomène que je trouve inquiétant et qui s'est installé depuis le temps. Et puis là, en effet, on arrive dans une autre situation. Il y a quelqu'un qui a été pris pour cible par des propos racistes, qui mérite une condamnation sans appel, de manière unanime, sans équivoque. Et venir à ce moment-là, plutôt que de dénoncer cela à l'unisson, sortir des faits qui sont en effet des faits problématiques, voire même des faits qui peuvent être considérés comme des fautes, et donc peut-être considérer là ce député comme quelqu'un qu'il faut combattre sur le champ des idées et comme un adversaire de la lutte contre l'antisémitisme. Ça me paraît peut-être même assez clair. Il faut regarder ça de plus près. Ça vient de sortir, ces images, mais en effet, il faut regarder ça avec sérieux. Mais regarder cela avec sérieux, ça ne veut pas dire en même temps venir dire qu'il ne faudrait pas mener le combat contre le racisme sur lequel il a été pris pour cible. Et cette confusion-là, elle est terrible. Est-ce que vous imaginez, là on sort des élections israéliennes, tout le monde en a parlé, il y a une campagne qui était tardive mais assez violente, il y a même eu des hommes politiques israéliens qui ont tenu des propos racistes. Est-ce que vous imaginez si demain quelqu'un qui viendrait dire que c'est tenir des propos antisémites sur ces hommes politiques israéliens, et quand on viendrait les dénoncer, d'autres diraient « Regardez, il a tenu des propos racistes », mais on se serait scandalisé. Ça ne justifie pas, ça n'explique pas. Et donc, c'est deux combats qu'il faut mener en même temps. Et je trouve ça déplorable que certains hommes politiques aujourd'hui
Et ça dit quelque chose aussi. Ça veut dire qu'il y a aussi une question de rigueur par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. Au lieu de dénoncer le racisme dont a été pris pour cible cet homme-là, ils viennent dire qu'il est également porteur d'antisémitisme. C'est peut-être le cas. Il va falloir le combattre. Mais le faire au même moment renforce, attise la confusion. Alors, cette confusion, comment vous la percevez, vous, Judith ? Alors, je pense qu'il y a aussi une autre problématique qui est celle des combats racisés, c'est-à-dire on vit aujourd'hui aussi un temps où on a catégorisé les Juifs dans la catégorie colonialiste, homme, blanc, 50 ans. C'est-à-dire que les Juifs sont difficilement classables là dans cette sphère nouvelle en tant que, non pas que c'est le combat contre le racisme est nouveau, mais il y a une nouvelle, entre guillemets, classification des races pour savoir quelles sont les races qui sont les plus victimes, les moins victimes, quelles sont les races qui sont par essence victimaires. Alors oui, mais là on est au-delà de ça parce que finalement, on ne dit pas les Juifs ont souffert d'antisémitisme et donc c'est pas normal qu'on ne parle que de l'antisémitisme et pas du racisme, parce que c'était le cas par exemple sur cette concurrence des mémoires. On dit on parle trop de la Shoah, pas assez de l'esclavage, comme on répond souvent. Mais est-ce que si on parlait moins de la Shoah, on parlerait plus de l'esclavage ? Non, c'est pas ça. La corrélation, elle est extrêmement perverse. C'est cette corrélation qu'il faut évidemment dénoncer. De même que si on commence à décider qu'il y a dans la question des races une classification qui fait que les uns ne seraient jamais victimes et les autres seraient toujours victimes, puisqu'en fait il y a dans les populations ou dans des pays maghrébins par exemple du racisme anti-noir qui est assez important. Il y a vous voyez, donc ça marche pas cette histoire que les uns seraient toujours d'un côté et les autres de l'autre. Et puis il y a les inclassables toujours, c'est les Juifs. On les met où ? Donc ils sont du côté des victimes. Non mais parce qu'ils sont plutôt blancs, mais ils sont blancs. Mais en fait il y en a aussi des noirs, il y en a aussi des basanés. Donc voilà. Alors vous voyez, je pense que on est en train de rentrer dans une forme de confusion qui finalement, j'ai l'impression, dessert tous les combats. Ah bah, c'est et finalement. Le combat que mènent ces gens-là, c'est un combat contre les questions universelles. En fait, la question de l'universel, tout d'un coup, est attaquée, on le sait, et elle est attaquée parce que, justement, on voudrait rendre des combats extrêmement communautaristes. En fait, on rend les combats eux-mêmes communautaristes, ça devient des sortes de lobbies. Bon, il y a aussi un regard sur les États-Unis où ça se passe beaucoup comme ça, et on se retrouve justement à ne pas pouvoir mener de combats communs. Donc, il faudrait choisir, si on est contre les uns, alors on peut pas être contre les autres, parce que non, ça marche pas. Et comme le disait Jonathan, c'est très grave, parce que, justement, on se perd et on perd tous les combats parce que finalement, s'il n'y a que les victimes qui peuvent parler de leurs problématiques, si justement ils sont dans la question de la minorité, puisque c'est une question de minorité, alors ils vont tout le temps rester en minorité. Si personne d'autre qu'eux ne peut parler de leurs propres problèmes, ni mener les combats ensemble avec eux, et aussi d'autres combats justement ensemble, là c'est perdu. En fait, vous voyez, c'est très pervers parce que c'est extrêmement contre-productif. On en revient à dire eux là, les minorités, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs problématiques, puisque nous, de là où on est, on comprend pas, on peut pas comprendre, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qui en France constitue ce point de bascule selon vous, où finalement il y a une forme, peut-être d'ailleurs qui a toujours existé, Jonathan Ayoun, une forme d'invisibilisation de l'antisémitisme ou de normalisation. Il suffit, par exemple, de regarder l'art chrétien médiéval pour se rendre compte, une fois qu'on a les codes, que le petit bonhomme avec le chapeau pointu qui complote derrière ce magnifique tableau, le chapeau pointu, c'est le juif et il n'est jamais présenté de façon sympathique. Il y a certainement une capacité à identifier les stéréotypes, les préjugés antisémites aujourd'hui de manière... C'est beaucoup plus difficile qu'avant. En tout cas, ça a l'air de l'être beaucoup plus difficile qu'avant. Il faut beaucoup plus
argumenter, justifier, rappeler l'histoire de l'antisémitisme et de montrer dans quelle filiation ces préjugés s'inscrivent, hein, et ce qu'ils recyclent des anciennes antisémites qui se sont construits à travers les siècles pour pouvoir, par exemple, à certains moments dire « mais regardez cet antisémite ». On l'a vu lors de l'affaire du Festival de théâtre d'Avignon, avec cette affiche qui montait Jacques Attali, marionnettiste de Macron et du monde, qui était l'image classique de la figure du juif monde, du juif qui domine le monde à travers Rothschild, qui s'est installé au milieu du 19e siècle. Et ben, il a fallu pour beaucoup encore argumenter aujourd'hui. Comment l'expliquer ? Normalement, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus renseignés, informés, notamment sur la mémoire de la Shoah. Elle n'a jamais été aussi bien enseignée à l'école. Il n'y a jamais eu autant de documentaires qui ont été regardés sur le sujet. Et pourtant, il y a cet effort pédagogique qui semble devoir s'imposer à chaque moment que nous venons pointer un propos ou un acte antisémite. Selon moi, l'explication, ce ne sont que des hypothèses, ce que proposera aussi Judith, mais une des hypothèses, c'est pas pour dédouaner ceux qui tiennent les propos antisémites, il faut les combattre, mais pour la position de déni des autres, c'est aussi animé par une inquiétude de se dire que c'est encore présent. Il y a quelque chose où certains veulent s'aveugler, de se dire mais comment c'est encore possible que l'antisémitisme soit aussi vivace, parce qu'il est manifestement encore vivace dans notre pays. Donc certains préfèrent le masquer en croyant que c'est une manière de l'éteindre, et c'est là que réside le plus grand danger. Votre réaction, Judith, à ce qui vient d'être dit, notamment sur cette forme de déni Incontestablement, c'est vraiment ce qu'a mené, justement, parce qu'on parlait donc du Rassemblement national, ce qu'a mené Marine Le Pen. C'est une forme de déni. Nous ne sommes pas antisémites. Nous, tout quoi qu'on fasse, ça n'est pas ça. On a mal compris. Puisqu'on parlait tout à l'heure du député, il a fallu passer par ses tweets antécédents pour voir qu'il avait déjà eu des propos racistes et donc il pouvait pas là maintenant s'en sortir, parce que sinon, si il avait pu se mettre sur la confusion, ça aurait peut-être pu marcher. Donc en fait, ça joue tout le temps comme ça. Le déni vient masquer la réalité. C'est le principe même du déni. Et il se trouve que cette idée-là, par exemple, de dire qu'on va dédiaboliser, on ne dédiabolise rien du tout, parce qu'au fond, dédiaboliser, c'est à l'intérieur du parti qu'il faudrait dédiaboliser. Parce que le principe même du racisme et de l'antisémitisme, c'est de prendre un objet et de le diaboliser. Parce que, par définition, même dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que la figure du juif, au fur et à mesure, elle a pris la figure du diable dans l'iconographie. Au fur et à mesure, le juif n'était pas au début représenté dans l'iconographie chrétienne et auparavant comme le diable. Non, en fait, au fur et à mesure, on les montrait qu'ils se détournaient du christianisme. Du coup, ils étaient de profil. Hop, l'histoire du nez. Ensuite, petit à petit, il y a des petites cornes qui sont venues se mettre au-dessus de leur tête. De plus en plus, ils ont pris l'image du diable. Donc voilà, qu'est-ce que c'est prendre une population et la stigmatiser? Ça, c'est diaboliser. Donc si le Rassemblement national ou Marine Le Pen ou Bardella, lui pour l'instant il n'a pas parlé de ça, voulait dédiaboliser. Ce qu'il faut dédiaboliser, c'est les populations, c'est justement ce qui fait le lit de l'extrême droite, c'est qu'on prend une cible et on va tous se mettre d'accord pour dire c'est à cause d'eux que tout ce qui ne va pas. Or ça, c'est vraiment pas ce qu'ils font. Et ce n'est pas ce que Jordan Bardella est en train de faire. Marine Le Pen donc quitte la présidence du Rassemblement national. Elle va se consacrer à la présidence du groupe RN à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça dit sur l'évolution de ce parti? Parce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup d'élus. Avant, tout se passait à l'intérieur du parti. Là, qu'est-ce que ça dit au niveau de sa stratégie? Elle a déjà quitté la présidence du parti à quelques reprises, notamment lorsqu'elle était au second tour les 2 fois de l'élection présidentielle. D'ailleurs, je rappelle que la première fois, lorsqu'elle a quitté la présidence du parti, elle a mis en président par intérim, a été nommée par le bureau en président par intérim Jean-François Jalc, qui avait tenu de propos négationnistes et antisémites et qui a été donc du coup au bout de 3 jours sorti de l'intérim pour mettre lui à lieu d'ailleurs à l'époque, parce que ça fait un scandale médiatique et que maintenant celui qui est le nouveau président du RN a été dans ses jeunes années, ou en tout cas dans son début d'engagement politique, l'attaché parlementaire de ce même Jean-François Jalc. Je trouve ça toujours intéressant de le rappeler. Il n'y a pas grand-chose qui change parce que Jordan Bardella le dit lui-même, il est le nouveau président du Rassemblement national élu, mais la leader reste Marine Le Pen. Donc ça reste elle qui donne la ligne, ça reste elle qui dirige le parti
par le biais de l'Assemblée nationale, avec en effet beaucoup de députés, où elle pourra se consacrer beaucoup plus fortement à la gestion là-bas. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que le fait d'avoir beaucoup de députés RN à l'Assemblée, c'est vrai que c'est sans précédent, mais le précédent là, c'est qu'il y avait déjà des dizaines de députés dans les années 80 à l'Assemblée nationale. Et qu'à ce moment-là, cette fameuse ligne dont parlait Judith, avec des divergences, des scissions, etc., n'a pas été possible. Dès que quelqu'un veut exprimer une idée différente de celle du président, ou aujourd'hui du président du parti ou des leaders du parti, il ne le peut pas. Donc on va voir à quel point elle va tenir de manière coercitive son groupe à l'Assemblée nationale, comme l'a fait son père, en effet, dans les années 80. Parce que, par exemple... je trouve que c'est toujours saisissant et c'est important de le rappeler parce que, surtout ici et aujourd'hui, où elle va tenir, et notamment à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a des députés RN qui veulent faire partie ou qui font partie, j'ai pas vérifié encore, de l'amitié France-Israël. Il y a une amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. En 1987, lorsque Jean-Marie Le Pen a tenu ses propos abjects sur le point de détail, sur les chambres à gaz point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le vice-président de l'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale était un député du Front National. Donc il va falloir faire très attention au jeu de dupes et à cette capacité de pouvoir, en effet, comme disait Judith, dire une chose quelque part, agir autrement autre part et créer la confusion. Ce qui fait que ça nous amène même, nous, qui voulons démasquer, dénoncer le danger que représente l'extrême droite, à être dans un discours qui paraît parfois confus. Parce que nous sommes pris par ces contradictions en continu et nous passons pour des vociférateurs. Et c'est là-dessus aussi qu'il va falloir travailler pour ne pas tomber dans ce piège. Le fait qu'il y ait autant de députés du Rassemblement national, est-ce que ça fait que les situations comme celle de ce député qui a invectivé l'élu LFI noir en lui disant qu'il retourne en Afrique, est-ce que ça fait que ça va se multiplier? C'est-à-dire, est-ce que chez les élus du Rassemblement national, en fait, il y a beaucoup de personnes potentiellement comme lui, plus il y a d'élus, plus il y a de risques? Ça, on est tenté de le penser. Oui, plus il y a d'élus, plus il y a de risques. On pourrait dire, au fond, c'est peut-être pour ça que Marine Le Pen dit qu'elle va se consacrer à son travail à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à gérer son groupe de 80 députés. Juste le problème, c'est qu'on sait que c'est pas exactement vrai. C'est qu'elle va continuer à s'occuper aussi du parti. Évidemment, là, on rajoute... déjà, on sait qu'il y a des doubles langages. Bon, là, ça va faire triple langage, parce que c'est pas elle qui l'a dit, c'est le parti, c'est pas elle qui l'a dit, c'est un député. Elle n'est pas responsable de ça, elle n'est pas non plus responsable de ça. Mais d'ailleurs, ce qu'ils ont très souvent joué au sein du parti, c'est d'invalider un représentant pendant quelques semaines, parfois, quelques mois, et on va le revoir. Mais comme ça va se faire en sous-bassement douce, il va rejaillir. Entre-temps, on aura oublié. Vous savez, là, il y a tellement d'informations. On est submergé d'informations. Donc voilà, on aura oublié, et puis hop, on va le retrouver à nouveau, il va se présenter, à nouveau, il est dans le bureau national. Vous voyez, il y a un jeu comme ça qui... En tout cas, s'il y a un jeu qui a été très bien saisi par Marine Le Pen et par le Rassemblement national, c'est les questions médiatiques, la communication, tout ce qu'on appelait avant, n'est-ce pas, de la propagande. Maintenant, ça ne se dit plus. On dit comme pour tout. Donc on ne sait pas, parce que dans tous les cas, il y a beaucoup de chaînes où quand elle dit quelque chose qui est faux, il va y avoir un entrefilé, vous savez, un petit bandeau en bas qui va répéter selon Marine Le Pen et la phrase qu'elle a dite. Peu importe que ça soit vrai ou pas. Donc ça pose question, mais en tout cas, ils ont bien saisi cette chose-là. Donc, Louis Alliot peut dire dans une antenne, il n'y a jamais eu d'antisémites au Front National, quand même créé par notamment 3 Waffen-SS, des Waffen-SS. On n'est pas en train de parler même pas de collabos, on n'est même pas en train de parler de sympathisants, on parle de Waffen-SS, et donc, une personne peut venir et dire cela. Bon, on peut lui dire c'est pas vrai une fois, 2 fois. Surtout si on est journaliste, on passe très vite pour être acharné, pour en vouloir absolument, inquisiteur. Après, on va dire qu'on a un biais anti-Marine Le Pen ou anti-Front National. Et ils savent très bien jouer avec ça et dire non mais enfin, c'est quoi? Est-ce que je suis venu à un procès ou bien c'est une interview? Donc, on est obligé en plus, dans le flux de ce qui est dit, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. On est obligé de choisir quelque part. Enfin, moi, je suis pas journaliste, mais ce que je vois en tant qu'auditeur, et puis parfois, on peut pas réagir à tout. On sait pas tout sur tout. Voilà. Même si on a préparé, il faudrait être 20 personnes en même temps. Exactement. Et donc, eux, c'est leur idée. Ils en disent le plus possible. Il y en a toujours qui passent. Il y a des gens qui, après, vont pouvoir dire, voilà, il a dit qu'il y avait pas d'antisémitisme. Il l'a dit. Il suffit aujourd'hui, de toute manière, personne d'antisémite. Vous savez, comme l'a dit Jeanne au début,
plus, c'est interdit par la loi, donc on ne dit pas je suis antisémite. On dit ah non mais pas du tout, je ne suis pas antisémite. Donc aussi gros que les propos puissent être, aussi flagrants, il n'empêche que quelqu'un peut continuer à dire je ne le suis pas. On parle beaucoup de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, mais on oublie souvent que Jean-Marie Le Pen, lui aussi, était là pour dédiaboliser, chose à laquelle il n'est pas réellement parvenu. Mais il y a une époque où Le Pen père essayait aussi de conquérir les Juifs. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait peut-être plus prendre aujourd'hui que ça a pris à l'époque, ou pas d'ailleurs, John ? Déjà, en 1972, en effet, à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen à la tête du FN, donc au moment de sa création, il a été choisi pour cette raison-là. Pas pour séduire les institutions juives, hein, mais pour donner une image de respectabilité, une image plus lisse que ces Waffen-SS ou que ces autres membres fondateurs qui avaient tous un passé trouble dans la Seconde Guerre mondiale. Lui, il n'en avait pas de passé dans la Seconde Guerre mondiale, il était trop jeune pour être militant, il a fait quelques affiches anti-De Gaulle, mais c'est tout. Et c'était le plus jeune député de France, donc il avait un bon tribun, un bon orateur. Il y a quand même un parallèle en plus avec Jordan Bardella aujourd'hui, Jordan Bardella qui est aussi très jeune. Donc il y a voilà, cette idée-là de montrer un visage neuf, un visage lisse. Et donc Jean-Marie Le Pen devait incarner cela, l'union des droites nationalistes en étant respectable. Il a, pendant une quinzaine d'années, il a tenté de séduire donc les institutions juives. Il s'est fait interviewer dans Tribune Juive en disant « Je ne suis pas du tout antisémite, il n'y a pas d'antisémite chez nous, et d'ailleurs j'aimerais bien participer à un congrès de parachutistes en Israël ». Tout en ayant à ses côtés Duprat, qui était l'un des plus grands promoteurs de l'antisionisme en France dans les années 70. Mais bref. Il a été tenté de se faire inviter un Shabbat à la synagogue de Strasbourg. Bon, il était avec des photographes, des caméras, il n'a pas compris qu'à Shabbat, on ne pouvait pas y rentrer avec tout ça. Donc il s'est fait rembarrer, mais il s'est fait rembarrer aussi parce qu'il est extrême droite. Et donc ça n'a pas marché. Donc il a été du côté des Anglais et des Américains, il a fait quelques rencontres, mais donc ailleurs, en dehors des frontières. Mais dans les frontières, ça n'a pas marché. Et c'était avant, c'est des déclarations abjectes sur le Bnei Brit, la juiverie internationale, ou sur les chambres à gaz, point de détail de la Seconde Guerre mondiale. C'était bien avant. Mais les institutions juives tenaient bon à ce moment-là parce qu'elles disaient il n'y a pas que l'antisémitisme qui compte, la xénophobie et le racisme sont des motifs suffisants pour s'opposer à l'extrême droite. Et elles l'ont dit de manière unanime, que ce soit le consistoire, le Bnei Brit, l'Alliance, l'UEJF, bien sûr le CRIF, il y avait ce front commun. Et je crois qu'aujourd'hui, ce front commun existe encore, puisque après, eh bien, le moment, on va dire que nous on vit comme une incompréhension ou un dérapage de Serge Klarsfeld en allant accepter et en allant soutenir même la prétendue ligne d'ouverture de Louis Alliot pendant cette campagne électorale du RN, les institutions juives ont tenu bon en disant nous ne sommes pas dupes de ce qu'est le Rassemblement national et de son histoire à l'égard des Juifs, mais aussi parce que nous ne sommes pas dupes, et parce que aussi nous sommes opposés à tout ce qui est xénophobe et raciste. Et donc, pour ces deux raisons-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de continuité dans le maintien des valeurs républicaines et antiracistes des institutions juives qui méritent d'être saluées. Judith Cohen-Solal. Moi, je pense que dans tous les cas, même si c'était pragmatique, on est obligé de constater que quand il y a du racisme, l'antisémitisme n'est pas loin. Enfin, dans tous les cas, l'antisémitisme, c'est une forme de racisme. Il se trouve que c'est particulier et qu'il y a une haine et qui se développe de manière différente quand la différence, elle est justement visible ou invisible. Et puis, il y a quelque chose par rapport aux Juifs dans la culture et la religion chrétienne, par exemple. Enfin, il y a différentes choses qui font que ça vaut la peine de la nommer, de la définir et d'en parler. Pas uniquement noyé dans les questions de racisme. Mais ça reste quand même une forme de racisme, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a quelque chose là qu'incontestablement, on ne peut pas s'aveugler sur l'idée que si des gens sont racistes, ils ne vont pas demain être antisémites, ou d'ailleurs cet après-midi. Enfin, vous voyez, tout de suite, ça vient là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ne nous berçons pas d'illusions, même je parle de ça pour les gens qui seraient tentés de se dire le racisme c'est pas pareil ou cela ne nous concerne pas. Ah mais oui, cela nous concerne parce que c'est une valeur qui est importante, mais pas seulement parce que pragmatiquement c'est une menace aussi pour les Juifs. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui
Marine Le Pen semble mieux réussir que son père, puisqu'elle a énormément, maintenant, son parti a énormément de députés à l'Assemblée nationale, sans passer par la proportionnelle qui avait bénéficié à l'époque au Front National. Oui, il y a une évolution du populisme et de la montée des populistes en France, mais pas seulement, qui fait que l'extrême droite prend de plus en plus de poids, de pouvoir dans le monde démocratique occidental. On l'avait remarqué aux États-Unis, on le remarque en ce moment en Italie. Il y a comme ça une poussée depuis un certain temps où l'extrême droite, partout, avance, on va dire, en conscience de son histoire et du passé. C'est-à-dire en sachant qu'il va falloir jouer des confusions et des contradictions pour masquer la part maudite, diabolique, entre guillemets, qui les anime. Et à chaque fois, ça rattrape. On voit là la première ministre italienne, qui a dans son gouvernement des personnes qui ont tenu des propos fascistes, nazis, déguisés. Enfin, voilà. Quand je dis cette phrase-là, ça paraît exagéré, mais non, la phrase, elle est proprement juste des propos où se sont affichés avec des habits fascistes et nazis. Et le mot n'est pas exagéré. C'est non, pas, on n'utilise pas. C'est un fait. C'est un fait avec un brassard, avec un nazi, avec la croix gammée. Donc c'est un fait. Si on dit aujourd'hui que Marine Le Pen est entourée de personnes qui ont fait, comme ce ministre italien, des saluts nazis, à commencer par Frédéric Chatillon, comme ça a été rappelé encore dernièrement dans les médias, on va dire, mais vous exagérez, ça date d'il y a 20 ans. Oui, ça date d'il y a 20 ans, mais c'est toujours le cas. C'est toujours le prestataire numéro 1 pour les questions de communication du Rassemblement national par sa société. Donc voilà. Donc, le fait de rappeler ça, en fait, il y a une sorte de lassitude, de banalisation à dire ce qu'est le Rassemblement national ou ce qu'est l'extrême droite partout en Europe, qui fait que les gens se sont habitués à ce qu'on vienne pointer ce qu'il y a de grave chez eux, et par contre, personne ne s'est habitué à ce qu'ils sachent changer sa stratégie de communication. Et donc, c'est là où il y a une grande différence qui peut s'expliquer de différentes manières. Déjà parce qu'ils sont meilleurs communicants, qu'ils maîtrisent mieux la propagande, comme disait Judith tout à l'heure. Donc, la manière de s'adresser au grand public dans les médias, de gérer les stratégies de communication, des prises de parole radiophoniques ou télévisées. Et cela s'explique aussi parce que, ça c'est une hypothèse, qui est de dire que aussi les Français n'ont pas envie de se dire qu'ils sont dans un pays où l'extrême droite arrive deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Donc on préfère quand même se dire qu'ils sont moins dangereux que nous sommes en train de le dire, ceux qui viennent les dénoncer. Parce que sinon, ça voudrait quand même dire qu'on est dans un pays où l'extrême droite peut être deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Connaissant l'histoire de l'extrême droite dans ce pays, c'est en effet triste et tragique. Et donc, pour beaucoup, ils veulent se voiler la face. L'antisémitisme traverse tous les courants politiques. Il y en a à l'extrême droite, il y en a aussi à gauche. On l'a vu récemment à la France insoumise. Qu'est-ce qui ferait que l'extrême droite serait pire, puisqu'on est sur Radio J ici, que des courants, par exemple, de gauche radicale, ou pas d'ailleurs? Alors d'abord, je pense qu'il y a des choses qui sont communes déjà dans la forme de déni, et c'est toujours ça qui est très compliqué. Et on se rend compte qu'il y a un problème parce que, au lieu de dire un tel a dit quelque chose, on le dénonce, d'ailleurs on n'est pas d'accord, en fait, que ça soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, personne ne le fait. On cherche au contraire, c'est ce que je disais tout à l'heure, à être dans le déni. Non, mais il ne l'a pas dit. Non, mais en fait, il n'est pas antisémite. Si on ne peut pas dire qu'il n'a pas dit un propos qu'il est clairement, on dit non, mais lui, il ne l'est pas. On l'a mal compris. On n'a pas voulu comprendre. C'est-à-dire que, de part et d'autre, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de reconnaissance d'une faute et de réparation. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur ce qui a été dit, puisqu'on dit qu'on ne l'a pas dit. Vous voyez, donc c'est pareil. Et là, pour le coup, on se retrouve là. Dans cette technique-là, oui, cette rhétorique-là, elle existe de part et d'autre. Il y a une manière où, c'est ça d'ailleurs qui n'est pas rassurant. C'est que finalement, lui Alliot, il dit pas on l'était, on ne l'est plus. Il dit, parce que même s'il dit en même temps, elle a changé les choses, Marine Le Pen, en même temps, il dit on l'a jamais été. Donc vous voyez, c'est ça. Et d'ailleurs, on l'a jamais été, ça, on le retrouve de part et d'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de venir dire, mais non, oui, Corbyn, au moment où il a été invité
Corbyn dans la campagne, on dit pas non mais Corbyn il a eu des propos ça va pas du tout et on les dénonce. Non, en fait c'est pas vrai. On lui a prêté des propos, on a exagéré. Vous voyez, et c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas vraiment de désir de part et d'autre entre guillemets de faire le ménage chez soi pour justement ne pas avoir à se retrouver avec des gens infréquentables au sein de son parti. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et par ailleurs, il y a, je pense qu'il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est une banalisation, mais c'est un combat, ostensiblement, la polarisation, je pense, des partis politiques fait que c'est moins un combat qui est pris à cœur. On prend les gens... Les partis politiques aussi se retrouvent avec un mélange de toutes sortes. Il y a beaucoup de gens. L'extrême se mélange au non-extrême aujourd'hui, puisqu'on est extrême droite, extrême gauche. Il nous manque en fait justement le renforcement ou la force qu'avaient des courants, la gauche et la droite. Jonathan Ayoun, votre réaction là-dessus et on finira non, mais là-dessus. Je comprends tout à fait ce que dit Judith et le danger, c'est quand d'un côté et de l'autre, on vient instrumentaliser l'antisémitisme pour lutter contre des opposants partisans. Et je trouve qu'à l'extrême droite et dans la droite extrême, on vient beaucoup pointer l'antisémitisme qui est existant à l'extrême gauche pour venir lutter contre l'extrême gauche et pas contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Et c'est là-dessus que je trouve que c'est indécent quand on veut véritablement lutter contre l'antisémitisme. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal, merci Jonathan Ayoun. Je rappelle donc que tous les deux, vous avez écrit Zemmour et nous, également La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Et Jonathan Ayoun, vous êtes également réalisateur de plusieurs documentaires, dont un sur l'histoire de l'antisémitisme en 4 volets qui a été diffusé récemment sur Arte. Merci à vous deux. Merci.